Ok, ben on va commencer. Alors, bonjour tout le monde. Je pense que vous voyez mon écran et puis, et puis bonjour à ceux qui sont là. Bonjour. Euh, alors pour ceux qui sont sur le web, ben, vous avez déjà mis votre nom, ça je vois. Et puis si vous avez des questions, ben, mettez votre micro pour poser des questions. Et puis sinon, il y a quelqu'un qui va surveiller le chat. Donc si vous avez des questions par chat, il me fera signe et puis il me fera passer les questions. Ça c'est l'agenda. Donc moi je suis consultant formateur. Sur tout ce qui tourne autour de la gestion de projet. Donc, je donne des cours pour PMI, je donne des cours sur gestion d'équipe, sur négociation. Alors, j'ai trouvé quelques statistiques. Ça date d'avant le confinement, c'est une statistique française, où il n'y avait que 30% des gens qui faisaient du télétravail avant le confinement. Et puis, dans ces 30%, 92 le faisaient à domicile. Donc, le télétravail, c'était pour 92% à domicile, donc c'est-à-dire 10% ailleurs. Et 60 ont créé même un espace chez eux pour pouvoir travailler tranquille, alors que les autres, ils se mettent un peu dans un coin de la cuisine ou je ne sais pas trop quoi. Et puis 21 vont dans du coworking. Et puis, pour les managers, 56% expriment des difficultés à gérer leurs collaborateurs à distance. J'ai une autre statistique, ça c'est Suisse qui vient de l'Office fédéral de la statistique. Entre 2001 et 2019, vous voyez que quand même le télétravail a nettement augmenté. Donc il y avait très peu d'occasionnels et puis pratiquement aucun, dont 50% d'activité était en télétravail. Et puis maintenant, il y a 500 en opérationnel et régulièrement, mais pas à plein temps, il y a aussi pas mal de gens. J'ai encore d'autres. Ça, c'est après le confinement. Donc, il y a... je reprends mon truc. Donc, 22 avant le Covid, qui ont travaillé à domicile, voilà, et puis 78, enfin qui travaillent souvent à domicile, et puis que 78, ça c'est le premier à gauche, je trouve plus ma souris, ah voilà, ma souris qui revient, et 78 qui ont, avant le Covid, déjà travaillé à domicile. En dessous, il y en a que 36% qui sont équipés d'un portable. Et puis à droite, en bas à droite, je vois plus ma souris, je ne sais pas si voilà, elle apparaît. Il n'y a que 40% des entreprises qui ont fait quelque chose en modifiant des processus, qui ont créé un guide. Et puis celui d'en haut, pour ceux qui travaillent à domicile, il y en a en bas 25% qui utilisent leur propre ordinateur. Il y en a 23% où les entreprises ont transporté chez eux leur matériel informatique utilisé habituellement au bureau. 15%, l'entreprise a acheté des portables pour gérer ça. Et 35%, on leur a distribué des portables qu'ils n'avaient pas avant. Alors après, j'ai une autre Suisse où 60% des gens ne peuvent pas effectuer leur travail à distance. Donc, il n'y a que 40% des gens qui ont dit qu'ils pouvaient travailler à distance. Ça, c'est un autre qui est plutôt lié à la motivation. 66% ont quitté leur travail parce qu'ils ne se sentaient pas appréciés et 75% à cause de leur manager. Voilà. Donc, le management a quand même... Et puis, ça, c'est une étude de 2011, donc c'est aussi avant le Covid, mais qui est toujours assez réaliste. Les principaux facteurs de motivation, le premier, et puis l'étude, elle est assez complète, donc, mais de façon internationale et dans tous les pays, le premier, c'est toujours le respect. Et puis le deuxième, alors après les autres, selon les pays et les cultures, l'ordre peut changer, mais c'est toujours les mêmes 5 qui sont en haut et le salaire, il est toujours vers les 5-6e positions. À part les pays pauvres où là, le salaire, il s'agit de manger. Mais dès que le niveau de salaire atteint un certain niveau, le salaire, il y a même des gens, et en Suisse, il y a pas mal de gens qui décident de travailler à 80%, gagner moins, mais augmenter la qualité de vie, l'équilibre professionnel vie de travail. Et donc, on ne va pas les garder en les payant plus, mais en leur donnant plus de temps. Ma souris disparaît à chaque fois, je ne sais pas pourquoi. Ah, voilà, elle revient. Alors, les équipes, bon, ça, je pense que vous savez aussi. Les équipes virtuelles, elles ont plusieurs langues, elles ne sont pas aux mêmes endroits, elles ne travaillent pas à la même heure. Alors, souvent, on va aussi chercher
en télétravail des gens parce qu'on n'a pas la compétence en local et qu'on va chercher les gens ailleurs qui ont la compétence. Et ce que ça génère aussi, c'est des circuits de décision complexes, puisqu'on travaille avec des équipes dont le chef est dans un autre pays, et puis toute la gestion peut être beaucoup plus compliquée. Les avantages, alors, c'était aussi la raison pour laquelle on fait des équipes virtuelles, c'est qu'on a un accès à des experts ou à un plus grand panel de gens pour fonder son équipe. Il n'y a plus de déplacement, bon, c'est un gain de temps, puis ça dépend des villes. Ça ouvre aussi à des personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Ça donne un meilleur équilibre vie-travail, vie professionnelle, puisque quand on travaille à la maison, on peut plus facilement organiser ses horaires pour les enfants, pour faire les courses ou je ne sais pas quoi. Et puis, disons que le travail est rendu, l'horaire n'a plus vraiment d'importance. Et donc, il y a une augmentation de productivité. Alors, pour l'instant, les gens qui travaillent à domicile, il y a une augmentation de productivité parce qu'ils sont moins dérangés. Sur la longueur, il faudra voir. Et puis, le télétravail est aussi plus adapté au monde d'aujourd'hui où on travaille de façon mondialisée avec des contacts à droite à gauche dans le monde entier. Donc ça, ce sera aussi plus adapté. Et vu qu'il y a plus de diversité, plus de culture, il y a aussi plus de créativité et plus d'idées différentes puisqu'on mélange les gens. Et on peut être un peu plus efficace. Les inconvénients, alors il y a les problèmes de technologie. Apparemment, ce soir, tout a l'air de marcher comme il faut. Mais à la maison, c'est pas toujours facile. Je sais que j'ai eu des contacts avec des gens des supports qui, pendant le confinement, ont été assez débordés de gens qui appelaient depuis la maison parce qu'ils n'arrivaient pas à se connecter, à mettre en place, à installer, à je sais pas quoi. C'est pas comme dans une entreprise où on a un PC qui fonctionne et puis que le support est là. Le manque d'interaction physique. Voilà. Et là-dessus, ce qu'on a vu aussi, c'est que pour le moment, des équipes qui se connaissent déjà et qui vont faire du télétravail, ça fonctionne bien, il y a plus d'efficacité, mais ils se connaissaient avant. Maintenant, rentrer des gens qui se connaissent, des nouvelles personnes ou rentrer des gens qui ne se connaissent pas en télétravail, c'est beaucoup plus compliqué parce que justement, ils ne se connaissaient pas d'avant. Et il manque tout l'aspect team building et tout ce qui se fait en dehors à côté du travail officiel. Il y a la gestion de diversité culturelle, puisqu'ils sont dans d'autres pays qui parlent d'autres langues. Le manager doit faire plus, donc doit donner plus de soutien, plus de cadrage, puisqu'ils sont à distance. Et puis, tous les conflits qui sont liés à la diversité culturelle et à d'autres pays, les préjugés. Les risques. Alors, le risque, c'est que ceux qui vont prendre le pouvoir, c'est ceux qui maîtrisent soit l'informatique, soit la langue du projet. Et que les experts, ils ne vont pas arriver à parler parce que leur anglais n'est pas si bon, si le projet est en anglais, qu'ils n'arrivent pas à faire la connexion comme il faut. Et puis l'autre, c'est tout ce qui est lié à la confidentialité des données qui vont à la maison et qui passent les frontières. Et puis, alors, le e-leadership. Alors, ce que vous devez faire en tant que e-leader, alors il faut sans arrêt clarifier les buts, reclarifier les buts, puisque les gens ils sont pas là, donc il faut les faire. Ils doivent être smart, ça vous connaissez tous smart. Hein, normalement, quand je demande, ça veut dire quoi smart? Ouais, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, et time avec une date, avec une time. Et puis l'autre, il y avait l'histoire de la mission. C'est-à-dire que dans la motivation, les gens ne sont pas motivés de faire un travail local dans un coin. Ils sont motivés parce que pour la finalité, si c'est un projet, par exemple, pour la finalité de ce projet-là, à quoi ça va mener. Hein, ils ne sont pas motivés à développer un bout de programme ou à mettre en place une campagne marketing ou je ne sais pas quoi. Ils sont motivés parce qu'il y a un grand but derrière qui est plus large et plus grand. Et vu que les gens ne sont pas là, il va falloir expliquer la mission et montrer, et que les gens comprennent qu'est-ce qu'il y a derrière ce but. Ce n'est pas juste une grande mission. Alors les ONG, mais j'ai discuté une fois avec une ONG et puis je leur ai dit, vous c'est facile la mission, vous allez sauver des vies. Et puis les gens me disent, vous avez raison, au siège on ne parle jamais de ça.
Donc, si je demande à mon informaticien de rester ce soir pour finir un programme, ça ne le motive pas. Si c'est pour sauver 25 vies, ça change la motivation. Donc, c'est vraiment ça la mission, c'est qu'est-ce qu'il y a beaucoup plus loin que le projet. Le e-leader doit dire quand est-ce qu'il est disponible, quand est-ce qu'il est connecté, quand est-ce qu'on peut l'appeler par Internet. Donc, il devrait créer des horaires en disant, voilà, moi, je serai connecté de telle heure à telle heure, tel jour, qu'on sache à quel moment on peut le contacter. Et puis que sinon, bah, il répondra à ses mails dans les 2 heures, voilà, mais pas la nuit parce que chez lui il dort ou je sais pas quoi. Mais il doit dire comme ça, les gens savent quand est-ce qu'on peut l'appeler et pas penser qu'il ne veut pas répondre. Peut-être qu'il est en train de dormir ou je sais pas. Redéfinir les rôles. Ça, j'ai refait un slide après. Mais il faut bien définir les rôles plus précis parce qu'on ne peut pas être autant flou que quand les gens ils sont tous là. Et puis, l'intégration de nouveaux membres, j'en ai parlé tout à l'heure, mais ça va être encore plus important. Parce que les gens, les nouveaux membres que les autres ne connaissent pas, qu'ils n'ont jamais vus, il va vraiment faire un effort beaucoup plus important pour qu'ils se sentent intégrés dans le groupe. Parce qu'on ne se sent pas tellement intégré dans un groupe virtuel. Et puis j'ai mis en dessous le forming, storming, norming, performing, adjourning. C'est-à-dire qu'on forme l'équipe, on regroupe ensemble des gens qui ne se connaissent pas. Donc, il y a du storming parce que les gens, ils rêvent de faire des trucs, il y a des choses qu'ils ne veulent pas faire, des choses qu'ils veulent refiler à d'autres, et puis on est un peu dans le flou. Et puis, ben, c'est à ce moment-là que le chef de projet va dire, ben voilà, toi, tu as tel rôle, toi, tu dois faire ci, et qu'on clarifie les rôles. Et du coup, une fois qu'on a clarifié ça, on va dans le performing. Du coup, maintenant que tout est clair, qu'on sait qui fait quoi, qui ne doit pas faire, qui est responsable de quoi, et ben on est dans le performing. Et puis, ben, après, le projet est fini, puis on dissout l'équipe. Et le but, c'est d'être le plus vite possible dans le performing. Donc, de faire un storming très léger, un norming. Si le storming est léger, le norming va se faire vite et on va très vite dans le performing. Si vous ne faites pas ça, ben, si les rôles ne sont pas clairs, tout est flou, on fait tout le projet dans le storming. Et voilà. Alors, l'e-leader, il doit mettre beaucoup plus d'efforts à renforcer la confiance et le dialogue. Il doit mettre en place des tas de choses pour que le dialogue se fasse encore plus, parce que les gens, justement, comme ils sont loin les uns des autres, ils ne dialoguent pas, beaucoup moins. Il faut mettre du team building dans tout. Alors, si je demande ce que c'est que du team building, je ne sais pas, vous faites du team building? Ah voilà. Donc eux, ils sont. Comme c'est un apéro, je sais pas, on ne les voit pas, mais ils ont déjà des boissons à la main. Mais ce n'est pas que ça. C'est-à-dire une séance, en général, quand on fait une séance normale, avant la séance, les gens ils se retrouvent au café et puis ils discutent un peu de tout et rien, ils font un team building, puis après ils vont à la séance. Puis quand la séance est finie, ils refont un peu de team building, ils discutent un peu, puis ils retournent au travail. Et il faut en mettre dans les conférences virtuelles. Parce qu'une conférence virtuelle, en général, on commence par l'ordre du jour et quand on a fini, tout le monde se déconnecte et on n'a pas fait. Et donc, moi, je dirais, on fait l'heure du jour, mais juste après, on va créer du team building, poser des questions. Il faut générer quelque chose dans ce genre-là euh, pour que les gens discutent. Il faut vraiment forcer, lancer, mettre des choses en plus. Et puis, des feedbacks individuels. Donc, il faut très régulièrement contacter votre équipe, leur demander si ça va, comment ça avance, quels sont les problèmes, qu'est-ce qui les bloque. Enfin, il faut vraiment, vraiment renforcer ça. Ouais. Qu'est-ce que tu mettrais comme team building dans un meeting virtuel, par exemple? Ouais, je crois que j'ai mis après dans un slide. Mais par exemple, donc quand tout le monde est connecté, déjà, en base, on peut parler de la météo. Alors, si vous êtes un truc international, je sais pas quoi, en Inde, ils vont dire, ah là là, l'été est bientôt fini, il va faire 40 degrés. Et puis en Sibérie, il va dire, ah ben non, nous, 40 degrés, ça arrive jamais. Quand il fait 20, ça veut dire qu'il fait beau. Et puis du coup, on peut commencer. Déjà, quand les gens parlent de la météo à côté de chez eux, ils s'impliquent un tout petit peu. Donc, ça reste léger comme premier abord, mais ils s'impliquent un petit peu en parlant de la météo. Et puis, les autres prennent conscience qu'il y a des différences entre les pays, entre les cultures. Et puis, après, on peut demander la durée du trajet pour venir travailler, les bouchons, la circulation. Ouais. Ouais, il y a une question, vas-y. Ouais, ouais, faire des séances. Des séances, enfin, c'est des cafés virtuels, on appelle ça, ouais. Donc, on fait des pauses café virtuelles qui n'ont pas de but, mais juste papoter, quoi. Enfin, on dit que c'est pour papoter.
Et puis petit à petit, il ne faut pas aller trop brusque, il ne faut pas choquer des gens, mais petit à petit, on peut parler un peu plus de la famille. Mais il faut vraiment, après l'ordre du jour, il faut lancer un sujet comme ça. Et puis après, on travaille. Et puis quand c'est fini, bon, les gens, ils vont se déconnecter. Et puis, voilà. Mais j'ai deux, trois trucs par rapport à ça. Voilà, et trouver des solutions. Voilà. Alors là, il y a des team building virtuels qui existent. Et si vous tapez team building virtuel dans Google, il y a pas mal de boîtes qu'on organise avec des escape games virtuels. Alors, salle de pause virtuelle, c'est ce que la personne a dit dans le chat. Ou à telle heure, on a une salle de pause et puis on se connecte et puis on voit bien qui est là et puis on peut papoter. Et puis, on peut aussi faire des séances d'échange d'expériences et entre autres de travail à domicile. Donc, on peut aussi dans l'équipe dire voilà, on fait une séance demain à telle heure et puis on va parler des problèmes que vous avez rencontrés, puis comment vous avez résolu, comment vous êtes installé. Et puis plus d'autres, comment vous êtes connectés, enfin je sais pas quoi. Voilà. Et puis d'autres, alors j'ai mis réalisation d'heures. On peut faire aussi des séances pour s'entraider, partager l'expérience. Parce que ça, on le fait naturellement au bureau. Quand on est coincé, on va voir son collègue qui est là-bas. Tu as fait comment pour résoudre ça? Et puis là, on est tout seul chez soi. Et puis si on sait qu'il y a des espaces où on peut. Alors ça peut être ça, ça peut être des espaces de chat aussi où on n'est pas tous connectés, mais on pose ses questions, puis les gens ils donnent des réponses. Un forum, voilà. C'est ça que je fais. On peut aussi mettre des forums pour ça. Et des coachings mutuels aussi. On peut aussi favoriser le fait qu'on peut s'entraider et qu'on peut nommer des gens qui sont. Toi, si tu as besoin de coaching dans tel domaine, il y a lui qui est spécialiste de ça, il y a lui qui est ci. Mais voilà, tout ce qui se fait naturellement, il faut le renforcer, le recréer, le pousser. Gestion des activités virtuelles. Alors, il faut mettre en place des rituels. Alors, il y a un truc qui marche pas mal, c'est que pour démarrer la journée de travail, tous les matins, on se connecte tous à 9 heures et puis on fait un point. Alors, ça ne marche pas à l'international parce qu'on ne va pas demander à des gens de se connecter à 2 heures du matin. Mais en local, et je sais que ma fille, dans son école, la maîtresse, tous les matins à 9 heures, elle se connectait avec tous les élèves. Et en fait, c'était pas mal parce que ma fille, du coup, à 9 heures, elle voulait absolument se connecter parce que voir ses copains et tout ça. Et puis, elle faisait le point pendant 10-15 minutes, la prof. Et puis après, du coup, bah, elle était lancée, puis elle continuait sur les devoirs et les instructions de la maîtresse. Après, bah, nous, on devait être un peu là pour relancer. Mais de faire une réunion le matin pour lancer le travail, poser les questions et tout ça. Et puis, du coup, on peut faire du agile. On peut faire un stand-up meeting où les gens disent voilà où j'en suis, voilà ce que j'ai à faire, et appliquer le stand-up meeting d'agile qu'on peut faire en virtuel. Après, il y a le Kanban. Alors, le Kanban, c'est le tableau que j'ai mis en bas à droite là. Vous ne pouvez pas lire, mais le but, ce n'était pas qu'on puisse lire ce qu'il y a dedans. Mais dans le Kanban, le principe de Kanban, c'est de mettre en colonne les différentes étapes à faire en cours, en test, en je ne sais pas quoi, puis on fait avancer les trucs jusqu'à finir de l'autre côté. Et puis, quand on fait les stand-up meetings en agile, eh ben, moi, je prends le petit papier jaune qui est dans à faire, celui que j'ai décidé de faire cette semaine, et puis je le mets en cours. Et puis après, quand je passe à mon collègue qui teste, je le mets en test, et puis on le fait passer comme ça. L'intérêt, c'est que visuellement, on voit que le travail avance, que les choses sont faites, et puis on peut mettre son nom sur la fiche de qui fait quoi, et ça met un peu en valeur le travail que les gens font, puisque quand on est au bureau, ben, je vois que les gens sont en train de travailler, qu'ils sont assis là, et quand ils ne sont pas là, on ne sait pas. Mais par contre, d'afficher, alors, et des cabanes, bon, après on peut les faire au mur, mais il y en a un là-bas, vous ne voyez pas, mais il y en a ici au bout. Mais sinon, il y a plein de logiciels informatiques pour les faire online. Voilà. Et ça valorise un peu parce que le type, il fait un truc et puis il peut mettre son papier et puis le mettre dans la case d'à côté. Et on voit que les choses avancent, qu'elles se font, que les papiers bougent, voilà, que c'est un peu vivant et ça met un peu en valeur. Et puis c'est ce que j'écris. Chacun voit que son travail est important et puis qu'il fait quelque chose et qu'on le sait. Et puis, on a fait un point le matin et puis on peut faire un point le soir. Et de nouveau, ça permet de clôturer, de voir. Et puis du coup, les gens, comme ils savent qu'ils ont un point je ne sais pas quoi, à 5 heures ou à 6 heures, ben, ils vont peut-être un peu s'activer la journée pour pouvoir dire quelque chose. Voilà. Et puis, c'est aussi l'occasion de faire le point. Voilà. Dans le stand-up meeting aussi, les gens disent voilà où j'en suis, voilà ce que je pense faire aujourd'hui. Et puis surtout, ils disent voilà ce qui me bloque. Voilà. Mais normalement, dans le stand-up meeting, on ne résout pas les blocages. On a la liste des blocages et après, on fait un meeting avec les gens concernés pour discuter de comment on peut débloquer. Tout le monde n'est pas forcément besoin d'être là pour le déblocage. Mais on donne des points bloquants.
Et puis, on peut aussi le faire le soir, hein. Qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui te bloque et qu'est-ce que moi ou quelqu'un peut faire pour débloquer, faire avancer le truc. Et puis, entre autres, voilà, les points bloquants, les informations complémentaires. Est-ce qu'il vous manquait des trucs? Qu'est-ce que je dois vous envoyer? Je ne sais pas quoi. Et puis, ça, c'est aussi Agile rétrospective. Donc, dans Agile, on a des cycles, des sprints de 1 à 4 semaines. Et à la fin, il y a toujours une séance de qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est pas bien passé et comment on fera mieux la prochaine fois. Et on peut créer des cycles comme ça, une fois par semaine, ou je ne sais pas quoi, faire des points et comment on peut faire mieux. Et puis, surtout si les gens ne sont pas habitués au travail virtuel, qu'est-ce qui n'a pas bien marché, comment on résout. Et puis, voilà, au moins on brasse, on fait sortir les trucs et puis les gens. Et puis la dernière, c'est la issue list. Ça, et même quand on n'est pas virtuel, je conseille de le faire. C'est la liste de tous les problèmes et questions qui sont liés au projet qui est en cours. D'abord, ça évite que sans arrêt, les gens s'appellent les uns les autres pour résoudre des problèmes comme ça en ligne en se dérangeant. Si on les note dans ce document-là, les gens les gens savent qu'on va le traiter. Ça va me servir d'ordre du jour pour ma prochaine séance. Parce qu'on va traiter tous ces points ouverts. Donc les gens, ils les notent dans la liste et puis on sait qu'on va en parler dans la liste. Après, vu qu'on sait de quel point on va parler, les gens, ils sont un peu préparés. C'est pas qu'on les appelle et qu'on les surprend. Ils sont surpris. Puis moi, j'ai ma liste des points ouverts, je vais mettre des catégories et puis selon qui je vais voir, je vais prendre les points ouverts qui les concernent et puis voilà. Et j'aurai normalement les points bloquants, tout ce qui bloque. Voilà, la séance virtuelle. Donc, il faut se connecter en avance. Bon, là, je l'ai fait un petit peu tout à l'heure. J'ai dit bonjour à une ou deux personnes, mais les gens étaient connectés, micro coupé, donc ça ne marche pas. Mais si j'ai une séance virtuelle avec des équipes virtuelles que je ne vois pas, je me connecte une demi-heure, 15, 20 minutes en avance. Et puis, les gens qui se connectent en avance, je peux papoter un peu. Ce n'est pas encore l'heure de la séance, mais on peut papoter et on fait du team building avec les 2-3 qui sont connectés en avance. Et puis, du coup, à la fin, je fais pareil. Je me déconnecte en dernier. Donc, quand la séance est finie, voilà. Et puis même, je lance même des sujets et je favorise un peu la discussion. J'aime bien les caméras. Là, aujourd'hui, j'en vois pas. Donc, c'est quand même bien de se voir un peu. Et puis, commencer par du team building. Donc, ce que je dis avant, on commence. Donc, une fois que tout le monde est connecté, on fait comme l'heure du jour, comme ça, la séance a commencé, les gens sont là, mais on parle un peu. Je lance un sujet, puis comme ça, les gens parlent un peu d'eux-mêmes. Qu'est-ce que vous avez mangé à midi ou je sais pas quoi. Après, j'ai mis les icebreakers. Donc, ça, c'est pour les team building de gens qui ne se connaissent pas. C'est le genre de questions qu'on peut poser. Est-ce que tu as rencontré quelqu'un de célèbre? Enfin, j'ai mis, vous pouvez les lire, hein, les citations, les trucs. C'est aussi des questions. Puis comme ça, les gens, ils parlent. Puis, mais si je dis que mes citations préférées, déjà, je parle de moi et puis les autres me comprennent mieux. Et puis, c'est pas complètement neutre. Hein. L'endroit préféré de près de chez toi. Après, quand vous irez voyager, vous aurez des trucs à faire. Hein. Le conseil entendu, le restaurant. Enfin, après, on peut en rajouter. Hein. Et puis, une fois qu'on a fait donc icebreaker ou team building, tout ça, ça va lancer un peu le team building. Et puis peut-être, je sais pas, alors 10 minutes, 15 minutes, hein, faut un peu sentir, un peu plus au début quand ils se connaissent pas, puis après un peu. Puis à un moment donné, puis maintenant, voilà. Bon, maintenant, c'est bon, on va faire l'ordre du jour, et puis on fait l'ordre du jour. Et puis l'ordre du jour, la première chose que je vais dire, c'est l'état du projet. Où est-ce qu'on en est? Et après, c'est ce qu'on a vu dans le issue list d'avant. C'est les problèmes et les questions qu'on avait récoltées de l'issue list. Voilà la issue list. Bon, c'est un exemple. Avec l'équipe. Alors, il faut impliquer l'équipe de toute façon. Puis ça fait assez du début. Il faut, avec l'équipe, modifier les processus standards de l'entreprise qui sont plus adaptés au virtuel. Donc, il faut peut-être réfléchir, puis on peut le faire un peu tout le long, hein, au fur et à mesure qu'on découvre des trucs qui ne vont pas bien. Il faut peut-être modifier des processus de décision, je ne sais pas quoi, les réadapter puisqu'on vit différemment maintenant. Peut-être redistribuer des rôles. Vu qu'on est en virtuel et qu'on n'est plus en présence,
peut-être il y a des rôles qui doivent être tenus par d'autres personnes ailleurs. En plus, on a inclus des gens d'autres pays qui ne pouvaient pas avoir ces rôles-là tant que c'était en local. Et il faut le refaire aussi avec eux, les impliquer aussi. Et puis après, il faut expliquer cette nouvelle organisation. Ce qui peut être pas mal aussi, c'est de partager des calendriers à distance pour faire des. Ça, il y a déjà beaucoup qui le font, même en présentiel, des calendriers partagés, mais pour faire des séances, des trucs, on avait dit les pauses virtuelles ou des choses comme ça. Euh, Alors maintenant, les compétences qu'on va attendre de ces membres virtuels. Alors, il faut qu'ils soient autonomes, tous ces gens-là. Et il faut qu'ils sachent coopérer, et encore plus à distance, parce que les gens qui ne savent pas coopérer, quand ils sont assis à côté d'autres gens, ouais. Vous voyez dans quel... Moi, en bas à droite, à gauche, clairement. Ouais. En bas à gauche. C'est comme ça que tu travailles quand tu n'es pas au bureau. C'est pas comme ça que je travaille, c'est comme ça que j'aimerais travailler. Comme ça que tu aimerais. Mais c'est comment que tu travailles? C'est plutôt en haut à droite? C'est plutôt en haut à droite. Ouais. En haut à droite ou en bas à gauche? Plutôt en haut à gauche. Plutôt. Avec les enfants derrière qui font du bruit? Alors moi, j'ai pas... Non. Si je dois travailler à la maison, j'ai un endroit où je peux m'enfermer et où je peux être tranquille. Ou alors, je profite que les enfants soient à l'école, je sais pas quoi. Et en haut à gauche, j'ai déjà fait aussi dehors ou dans des bistrots. J'apprécie. Ouais. Et moi, c'est des fois aussi si je dois me balader en de rendez-vous quand je vais voir des gens, ben, quand je ressors, je peux aller au café. Et les self-coop, Migros ou Manor, ils sont bien pour ça parce que à 3 heures de l'après-midi, il n'y a pratiquement personne. On peut se trouver une table dans un coin. Les serveuses sont en pause, donc elle ne vient même pas nous demander si on veut quelque chose. Et vers les coins, on trouve toujours des prises de courant en plus. Et il y a du Wi-Fi. Donc, bon, sur un port, là, le Wi-Fi, c'est un peu plus difficile. Mais normalement, ça. Ouais. Ouais, après le téléphone, ils ont. Je sais que sur les quais à Genève et à Lausanne aussi, je crois, il y a du Wi-Fi de la ville. Bon, il faut qu'ils sachent coopérer. Il faut qu'ils arrivent à s'autodiscipliner, puisque voilà, il y a beaucoup de gens qui pourraient travailler à la maison, mais qui ont besoin d'aller au travail parce que voilà, le fait d'aller au travail, c'est ça qui fait qu'ils se mettent à travailler. S'ils restent chez eux, ils ont plein d'autres choses à faire plus intéressantes. Et c'est pas toujours évident quand on est à la maison de travailler. Qui respectent les processus. Parce que comme ils sont tendance à être tout seuls, bah, ils oublient un peu leur environnement et ce qu'il y a autour. Il leur faut des compétences informatiques pour connecter le Wi-Fi, pour résoudre tous les problèmes de connexion et autres. Ouverture d'esprit, honnêteté, et puis capacité à se faire comprendre. Respect des cultures, langue étrangère, intelligence émotionnelle, enfin, et encore plus en virtuel qu'en non virtuel. Parce que en virtuel, on a moins d'informations sur ce que reçoit l'autre de mon message. Est-ce qu'il comprend, est-ce qu'il m'écoute, donc c'est encore plus difficile. Alors maintenant, ça, c'est les compétences qu'ils devraient avoir. Et donc, s'ils ne l'ont pas, eh ben, il faut leur donner. Et donc, ça veut dire qu'il faut réfléchir, est-ce que les gens de mon équipe, ils ont toutes ces compétences, lesquelles ils n'ont pas, et celles qu'ils n'ont pas, eh ben, donc les connaître, et puis celles qu'ils n'ont pas, il faut les combler. Et ça, c'est pas... C'est une chose que je dis dans les cours gestion de projet aussi. C'est-à-dire que moi, je dessine le profil des gens que j'ai besoin dans mon projet, et puis après, il y a des gens qu'on me donne qui sont différents de mon besoin. Et si je fais mon projet comme ça, il va rater. Il va être plus long que prévu, il ne va pas se passer aussi bien. Et les gens, ils n'auront pas les performances puisqu'ils n'ont pas les compétences que je veux. Donc, si je veux que ça se passe comme prévu, eh ben, les gens qu'on m'a donnés, s'ils ne sont pas conformes à ce que j'ai besoin, il faut que je les transforme en ce que j'ai besoin. Et s'il leur manque des compétences, il faut que je leur donne les compétences. Et puis, s'ils n'arrivent pas à les obtenir, alors si je remonte dans les compétences là-haut, autonomie, coopération, bon, il y a un peu des cours pour aider les gens, en tout cas, à s'organiser, à se discipliner, ça, il y a des cours qui existent. Respect des procédures, c'est pas vraiment un cours, mais les compétences en informatique, s'ils n'arrivent pas à les obtenir, on doit mettre en place un support plus intense que d'habitude pour que les gens ils puissent appeler quand ils sont coincés, qu'on puisse se dépanner à distance et voir est-ce qu'on peut envoyer des gens chez eux, je sais pas quoi, mais voilà, il faut réfléchir à ça, il faut le mettre en place. Capacité à se faire comprendre. Alors, tous les cours de communication, ils existent aussi, ils sont au catalogue ici même. Voilà.
Donc, mais on peut pas, voilà, on peut pas atteindre les objectifs si l'équipe n'a pas les compétences nécessaires à atteindre votre truc. Donc, vous devez les connaître et les combler. La motivation. Ah ben, j'ai remis les statistiques qu'on avait au début de Mercer. Donc, les principaux facteurs de motivation, le respect. Alors, équilibre vie privée professionnelle, ça, en travail à la maison, ça, c'est beaucoup plus facile. Le type de travail à faire, bon, on peut essayer d'arranger, mais ce qu'on peut faire en tout cas, c'est que quand on montre l'objectif final, ben, le travail est plus intéressant. Il y a une histoire avec ça du type qui rencontre 3 maçons. Moi, je le donne souvent dans mes courses. Là, mais... Et puis le premier maçon, pas très motivé, et tu fais quoi? Ben, j'empile des briques. Puis le deuxième maçon qui est un peu plus motivé, et toi, tu fais quoi? Ben, je fais un mur. C'est déjà plus motivant que d'empiler des briques. Et puis le troisième, tu fais quoi? Ben, je construis une cathédrale. Et ça, c'est super motivant. Et vous devez montrer les cathédrales. Ce que je disais aussi pour les ONG, on n'est pas juste en train d'empiler des briques, on sauve des vies. Et ton truc informatique et l'informatique, oui, mais quand il sera fini, on va nettement augmenter notre efficacité pour délivrer sur place du matériel grâce à ce nouveau programme de logistique. Et c'est déjà autre chose que juste développer un programme logistique. Il faut trouver à montrer la cathédrale. Et ça fait que le travail que je fais devient beaucoup plus intéressant. Ça, c'est aussi le rôle du manager de savoir vendre son projet à son équipe. Voilà, il doit savoir le vendre, le présenter et montrer la cathédrale derrière. Voilà. Et les Américains sont assez forts dans les marques. Microsoft, c'était que tout le monde est sur son bureau, un PC pour pouvoir travailler et aller sur Internet. Et puis, donc, il y avait toujours un grand truc derrière. Ben Jerry, j'avais vu une pub c'était aussi. Le but, c'est que de retrouver cette magie de l'enfance où le camion de glace, il passe dans les foyers et tout ça. C'est pas du tout pour gagner de l'argent qu'ils font des glaces. C'est pour faire rêver les enfants. Et puis, la compétence du management, le cinquième, ça, je pense que si vous êtes manager, à vous de développer vos compétences et d'aller vous creuser la tête maintenant que qu'ils sont plus sur place, ben, qu'est-ce que je dois améliorer en moi pour gérer ça mieux? Alors, pour motiver les gens, il faut les connaître pour savoir qu'est-ce qui les motive. Et ça c'est Victor Vroom, c'est son vrai nom. Et c'est VIE, sa théorie, Valence, Instrument, Expectations. Et les trois se multiplient pour motiver quelqu'un. Alors, la valence, c'est est-ce que ce qu'on va m'offrir si je fais ça va motiver? Alors, par exemple, on dit le meilleur vendeur, on va lui offrir un voyage à New York. Mais si j'aime pas New York, ça ne m'intéresse pas de faire un effort pour gagner un truc que j'ai pas envie d'avoir. Donc, ça veut dire que s'il faut que j'offre quelque chose qui a de la valeur auprès des gens, quelque chose qu'ils ont envie d'avoir. L'instrumentalité, ouais, mais alors, on est 200 vendants dans cette boîte, je suis pas mauvais, mais je sais que je suis pas le meilleur et j'ai aucune chance de gagner. Et puis l'effort que je dois faire pour travailler, c'est-à-dire qu'il faut que je travaille, vu que je ne suis pas le meilleur, il faut que je travaille 7 jours sur 7, 30 heures par jour si je veux avoir une chance. Et ça, c'est trop d'efforts pour mon voyage à New York. Je ne vais pas le faire. Et puis la dernière, est-ce que j'ai une chance de l'avoir? Alors, si je prends la loterie romande, la valence est très très forte. Je peux devenir millionnaire. L'instrumentalité, bon, enfin, l'effort que je dois faire est vraiment très faible. Je dois aller payer 5 francs un ticket ou 10 francs un ticket et le gratter. L'effort est vraiment très faible. Donc, ça ne va pas diminuer. Et puis, les chances de réussite sont très faibles. Donc, j'ai 2 très faibles, mais un très, très fort dans la balance. Donc, le résultat est bon. Si j'ai un cadeau qui est plus faible, mais que pratiquement tout le monde le gagne, quand on organise les courses, en général, les compétitions pour les enfants, ils gagnent tous une médaille. Donc, ils aiment tous parce qu'à la fin, ils ont tous une médaille. Bon, ça n'a pas beaucoup de valeur. L'effort à faire n'est pas très fort, mais j'ai une médaille et puis ça vaut le coup. Et puis un goûter ou je ne sais pas quoi, un cadeau. Donc voilà. Mais si 1 est à 0, ça ne marchera pas. Voilà. Et après, ça peut être à 0 parce que vous ne connaissez pas votre équipe et que vous leur offrez un truc qu'ils n'ont pas envie d'avoir. Alors après, il y a toutes les autres, mais vous devez les connaître. Après, il faut intégrer les gens. Alors, le but commun,
c'est ce que j'avais dit un peu avec la cathédrale et tout ça, hein. Mais tous ensemble, voilà ce qu'on va faire. Hein. Et il faut le répéter tout le temps, vu qu'ils sont plus ensemble. Il faut répéter tout le temps, ensemble, nous allons faire ça. Et c'est parce qu'il y a tout le monde qu'on va arriver à le faire. Et c'est comme un numéro de cirque et tout le monde est important. Les valeurs communes, il faut en créer, il faut les inventer peut-être pas, mais dans ce projet-là ou dans cette équipe-là, nous avons tous une valeur en commun qui est, je sais pas quoi, et il faut créer. Alors, il y en a toujours un peu dans les groupes. Hein. Euh, on a toujours des valeurs, et moi j'ai mes valeurs à moi quand je suis tout seul, et puis j'ai un peu des valeurs différentes quand je suis avec, je sais pas quoi, l'équipe de sport, le, le, sur les endroits où je vais ou écouter un concert. Mais mes valeurs changent en fonction des gens avec qui je suis. Et donc, mais il faut les mettre en valeur, il faut un peu les créer, les renforcer. Et c'est ça qui fait qu'on sent qu'on est une équipe. Hein, vous leur donnez le t-shirt, la casquette, tout ça. Comme ça, quand ils sont chez eux devant l'ordinateur, ils ont quand même le t-shirt et la casquette. Ça ne marche pas avec tout le monde. Hein. Et une histoire commune. Nous avons un passé commun qui est nanana, et il faut le faire. Et puis l'équipe qui vient de se créer là, ben, il faut créer une histoire au fur et à mesure que ça avance et puis le recréer. Et puis c'est ça qu'ils font faire qu'ils se sentent en équipe. Et puis j'ai mis des exemples en bas parce que les gens d'une même religion, ils ont déjà à la base le même code moral. Et si je vais dans un pays loin et que je rencontre des gens qui ont la même religion que moi, je sais qu'on a des valeurs en commun et qu'on peut se baser là-dessus pour discuter ou pour négocier ou la valeur d'honnêteté ou je sais pas quoi, on a des valeurs en commun. Et des juges aussi, ils ont là. Et des juges, et même des fois, c'est pas différent entre les pays, mais les juges et les avocats, ils ont une même valeur de la justice, qui n'est pas d'ailleurs la même que moi. Parce que je n'ai pas appris les lois et je n'ai pas formé mon esprit à ça. Donc tous ceux qui sont avocats juges, ils ont un même sens de la valeur de la justice, ils ont une même définition. Quoi. Ils sont d'un même pays, on a la même histoire, la même culture, et puis Guillaume Tell ici, tout ça. Et encore, et puis après, même en Suisse, c'est même par canton. Hein. Et puis des employés, donc justement, vos employés, ils ont une culture et des objectifs en commun. Et il faut les rappeler, vu qu'ils ne sont pas là, qu'ils sont à la maison, il faut le renforcer. Il faut que je regarde l'heure de temps en temps. Il est 12. Ouais, ça va, je suis dans les temps. Et puis maintenant, c'est ce qu'on a vu avant, le reward system et comment je récompense et comment je remercie, comment je motive les gens. Et ben, pour les motiver comme il faut que je les connaisse. Sinon, je risque de leur offrir des trucs. Et puis alors, en plus, dans le multiculturel, je risque de leur offrir des trucs qui, dans leur culture, ne se fait pas. Bon, en général, le chocolat, on peut un peu faire des cadeaux à tout le monde. Ça passe assez bien. Mais l'alcool, ou les couteaux suisses, il y a pas mal de cultures où le couteau, c'est pas un bon symbole, il ne faut pas l'offrir. Vous devez, en tant que chef d'équipe, de connaître les jours fériés et les fêtes locales. Vous devez les mettre dans votre agenda et savoir que je ne vais pas appeler machin parce que c'est un jour férié chez lui ou que c'est une fête spéciale ou je ne sais pas quoi. Et vous devez les connaître. Et voilà, bon, déjà, en Suisse, c'est compliqué, c'est pas pareil dans tous les cantons. Mais alors, à l'international, faut passer du temps pour ça. Et il faut, dans l'international, il faut trouver des représentants sur place. Parce que la gestion des conflits en Chine ou en Russie ou aux États-Unis, ça ne se règle pas comme chez nous. Et si vous essayez de le régler à votre façon, ça ne va pas se faire. Et déjà en présentiel, souvent, il y a des problèmes comme ça quand il y a des managers qui viennent d'un autre pays. Ça fait souvent des frictions avec l'équipe parce qu'ils ont une façon de gérer qui n'est pas compatible avec la manière d'autonomie qu'on a dans notre culture ou je ne sais pas quoi. Hein. Et je ne sais pas, en général, l'Asie, même si c'est idiot, le chef, on doit faire tout ce qu'il dit. Ouais. Et les pays allemands et un peu suisses aussi, ce qui compte, c'est de bien faire. Donc, si le chef il me dit un truc qui est nul, je vais faire bien. Je ne fais pas ce qu'il me dit, mais c'est bien fait et on ne me reprochera jamais d'avoir fait comme il faut. Donc, si mon chef est un abruti, ce n'est pas trop grave en Allemagne ou en Suisse. De toute façon, je fais mon boulot bien. Et puis, il ne va pas râler que j'ai fait un peu différemment. Voilà. Après, j'avais pas dit, ah oui, le charisme. Alors, le charisme, c'est important. Je sais pas. Voilà. Le charisme, c'est une façon de. Je vais aller par là-bas. Voilà. Alors, le charisme,
de base, à la naissance, on n'a pas tous le même. Mais on peut l'améliorer. Alors, le premier, c'est être présent, attentif, disponible, écouter les gens. Donc, si vous vous intéressez aux autres, que vous les connaissez mieux, que vous les comprenez mieux, vous aurez plus de charisme. Si vous les prenez de haut et que vous les... Voilà. J'ai de nouveau le micro? Ouais. Il ne faut pas que je touche ce truc là avec les doigts. Donc, je disais, augmenter son charisme, ça peut s'augmenter. Donc, être présent, attentif, écouter les gens, mais faire l'effort d'essayer de les comprendre, de les connaître. Et de toute façon, moi, je trouve que les gens qui s'intéressent à moi sont toujours plus sympas que ceux qui m'ignorent. Donc, s'intéresser aux gens, ça augmente votre charisme. L'autre, j'ai marqué dormir, manger correctement. Tous les trucs d'hygiène de base. Si je manque de sommeil, je suis énervé, stressé, que je mange de sommeil, que je n'ai pas mangé comme il faut, que j'ai faim ou que j'ai trop mangé, c'est pareil, mon charisme baisse parce que je suis énervé. Alors, après, le charisme, c'est un peu du long terme. Donc, si un jour je suis fatigué, ça ne va pas faire baisser mon charisme. Bon, ils vont dire, aujourd'hui, il est énervé, mais demain, ça ira mieux. Mais en règle générale, on a plus de charisme, on est plus à l'écoute si on est reposé, nourri, fait du sport, aéré, je ne sais pas quoi, tous ces trucs-là. Être visionnaire aussi. Ceux qui ont l'air de savoir où ils vont, qui ont l'air d'avoir un plan, ils ont plus de charisme. Et moi, je ne vais pas suivre un type qui n'a pas l'air de savoir où il est. Et je vais pas, si j'ai plusieurs projets en cours en parallèle et que j'ai un des chefs de projet qui n'a pas l'air de savoir où il va, qui n'a pas l'air de gérer correctement et qui navigue à vue, j'ai du mal à m'impliquer dans son projet parce que je pense qu'il va rater. Et puis que en plus, celui qui navigue à vue, que ce que je fais aujourd'hui, peut-être ça ne servira à rien demain. Et celui qui a l'air d'avoir un plan, de savoir où il va, il est aussi, je vais plus le suivre. Et les grands charismatiques, Bill Gates, Steve Jobs et autres, ils savent exactement où ils veulent aller et on se dit, bah, j'ai pas tout compris, mais je m'accroche à la locomotive, on va aller bien. Et aider. Donc ça, c'est tout classique, il n'y a pas de problème que des solutions. Quand les gens arrivent, je ne cherche pas un coupable, je ne cherche pas qui a fait une bêtise, je sais pas, je dis, voilà, il y a ça qui est arrivé, maintenant, comment on le résout? Bon, celui qui abuse un peu trop souvent, peut-être, mais à la base, ils savent que s'ils viennent me voir, on va chercher ensemble une solution, donc ils vont venir me voir. Et je fais partie des gens qui vont aider. Les indicateurs. Il faut que je bouge maintenant là-bas. Alors, comment je peux savoir si les gens ils se sont impliqués ou pas? Alors, c'est pas évident, mais bon, déjà, si on fait des séances matin et soir, que chacun discute, j'arrive un peu mieux à savoir. En plus, si je les fais tous les jours, si vous faites une séance par semaine, c'est juste à la fin de la semaine que vous vous rendez compte que l'autre, il n'a rien foutu de la semaine. Donc, si c'est chaque jour, où il dit le matin qu'est-ce qu'il a fait hier et le soir, qu'est-ce qu'il va faire demain, il doit un peu plus... donc, j'ai remis un tableau cabane, là, avec un autre. Est-ce que les choses sont faites à la date prévue et avec la qualité adéquate? Donc, est-ce que le type, il back parce que voilà, il n'y a personne pour le cadrer derrière, donc il faut un peu cadrer. Donc ça, c'est un peu des indicateurs de la qualité du travail. Est-ce qu'ils ont bien fait? Est-ce qu'ils ont fait n'importe quoi? Je sais pas quoi. Est-ce que la personne est présente aux réunions? Si elle n'est jamais là, il y a quelque chose. Les emojis, donc aussi dans les messages. Parce que là, ils font passer un peu d'émotionnel. Plus les messages sont neutres, voilà, et plus les personnes sont impliquées, sont dans votre projet. Si vous avez réussi à monter la cathédrale, à créer du team building, il y aura beaucoup plus d'émotionnel dans les messages et des petits symboles autour. Est-ce qu'ils parlent? Est-ce qu'ils s'engagent? Est-ce qu'ils discutent dans les réunions? Est-ce qu'ils participent au forum? Donc, si vous créez des forums qui sont liés, est-ce que les gens mettent des commentaires, mettent des réponses? Puis, s'ils ne participent pas, il faut faire un peu du marketing sur les forums pour pousser les gens à y aller. Et puis, la confiance. Là, j'ai un joli tableau de Lencioni. Je regarde l'heure en même temps. Ouais, 20. Donc, lui, il a fait une pyramide de la confiance. Tout en bas, c'est la confiance de base. Si on accepte, donc, si on met de la vulnérabilité, si on accepte d'être vulnérable, on peut augmenter la confiance. Donc, on accepte que je peux montrer des erreurs, que je peux montrer qu'il y a des choses que je ne sais pas faire. Donc, si je mets un peu de vulnérabilité, ça va augmenter la confiance, ou de l'acceptation que je peux faire des erreurs. Donc, si je m'ouvre un petit peu plus, ça augmente la confiance parce que
Le deuxième niveau, c'est les conflits productifs. C'est-à-dire que si dans des conflits, on se cache, on dit rien, je sais pas quoi, ben, on n'avance pas. Par contre, si quand on a des conflits, on essaie de trouver une solution, qu'on en discute, qu'on ouvre le dialogue, la communication, on a une. Voilà. L'autre, si on cache les conflits, qu'on les ignore, c'est artificiel, mais en fait, ça crée pas de la confiance. Hein. Donc, les conflits productifs, c'est que j'ose parler de mes problèmes, j'ose dire ce qui va pas, mais pas agressif. Et donc, l'autre peut, voilà, on peut travailler là-dessus. Les slides, ils sont en PDF, on va aussi les envoyer, hein, si jamais. Responsabilité. Donc maintenant, c'est encore le cran au-dessus. C'est-à-dire que maintenant, je suis responsable de ce que je fais, je m'engage et je suis redevable de certains trucs, alors que sinon, je fuis, je ne suis pas redevable, je ne m'investis pas. Et, voilà. Et puis tout en haut, il y a le résultat qu'on partage ou que je garde juste pour moi. Et puis c'est des batailles d'ego, je sais pas quoi. Puis après, l'autre, c'est Google qu'on a fait aussi. Hein, pour que les équipes aillent bien, il faut que psychologiquement, ils se sentent en sécurité. Donc, on doit mettre en place une ambiance où les gens savent que si je prends un risque, si ça rate, je ne vais pas me faire engueuler. Hein, et donc, je vais prendre des risques et je vais essayer des trucs. Puis des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Et puis, donc, et puis aussi une ambiance où ils savent qu'ils peuvent poser des questions parce que ce n'est pas clair, qu'ils ne vont pas se faire engueuler s'ils demandent un éclaircissement et qu'ils peuvent même donner leur opinion. Et que moi, j'ai sollicité leur opinion en leur demandant qu'est-ce que tu penses. Moi, je pense faire comme ci ou comme ça, mais qu'est-ce que tu en penses, toi, qui est l'expert, hein, les solliciter, demander leur avis, et puis ça les implique, et puis ils sont contents. Dépendabilité. Donc, ils savent que je suis là. Donc, c'est ce que j'avais dit, que je suis connecté tel à telle heure, tu peux m'appeler si tu as des questions. Ils savent que s'ils sont coincés, que s'ils ont un problème, ils peuvent obtenir de l'aide. Voilà. Et que de l'autre, livré dans les temps, ils savent que ce qu'ils auront besoin, eux, pour faire leur travail, ils le recevront dans les temps parce qu'eux, ils livrent dans les temps et que les autres autour, et que chacun, puisqu'on est dépendants les uns des autres, hein, que chacun va respecter ces trucs. La clarité, qui fait quoi quand, on avait parlé avec Larou, les rôles, les responsabilités, je veux savoir qui fait quoi, et encore plus quand on est à distance. Pourquoi on le fait? Pourquoi je fais ça? Donc, en quoi ce que je vais faire apporte à ce grand projet, hein, et la cathédrale, quoi. En quoi c'est important, et puis l'impact, qu'est-ce que je fais qui est important. Ce que je fais, c'est important, je compte. Et même si j'empile des briques, c'est important pour le projet parce que ça ne marchera pas. Et même la femme de ménage, et même tout le monde a son rôle à jouer, il faut tous. Et donc, du coup, c'est ce que j'avais aussi avec le cabane où les gens, ils mettent leur nom sur la tâche qu'ils font et on voit que ça avance et on voit que ce qu'ils font. Et on peut même mettre un peu des interdépendances, hein, parce que comme lui, tu as fait ça, moi, je peux commencer le mien. Et... Voilà. La confiance. Alors, comment on l'a construit? On favorise la volonté de se connaître, on pose des questions, on s'intéresse aux gens et on pousse les gens à s'intéresser les uns aux autres. On partage des infos personnelles. Alors, moi, c'est ce que je fais. Faut le faire doucement aussi, hein, faut pas. Mais assez facilement, je parle de moi ou de mes trucs. Hein. Et puis, du coup, si moi, je montre l'exemple, les autres, ils vont un peu suivre. Hein. Jouer ensemble. Hop. Ouais. Donc, jouer ensemble. J'avais montré des team building virtuels. Hein, mais de jouer ensemble, de partager des moments de détente ensemble, ça augmente la confiance. Hein, et puis, dans les grandes boîtes, il y a les clubs je sais pas quoi, de voix, de bridge, je sais pas quoi, mais après, c'est plus un abruti de la compta, c'est le type avec qui je fais du bridge, ou le type avec qui j'ai fait de la voile, ou à qui je cours à midi, et puis ça crée des liens entre les. Hein, donc des jeux ensemble, des machins, et puis. Ouais. Et puis, comme on ne peut pas aller boire un verre ensemble dans les machins, il faut le créer de façon autrement. Transparence, honnêteté et fiabilité. Alors, aussi à vous de montrer l'exemple. Si vous êtes fiable, les autres ils vont un peu suivre et leur demander d'être fiable. Enfin, leur dire qu'on compte sur eux, que blabla. Savoir se montrer vulnérable, ça c'était aussi un des points de Google et de l'autre. Dire voilà, moi, voilà. Et puis, ça veut dire qu'on peut dire, moi aujourd'hui, je suis sûr que c'est ça qu'il faut faire. Et puis 3 séances plus tard, je peux dire bon, j'ai des nouvelles informations et maintenant j'ai changé d'avis. Mais j'étais sûr quand je l'ai dit et maintenant je suis sûr d'autres choses. Mais parce que j'ai de nouvelles informations, mais je dois être sûr, mais j'ai le droit de changer d'avis parce que
on m'apporte, et puis même, ça peut être des autres membres de l'équipe qui m'apportent des infos qui fait que, ouais, lui, il m'a dit un truc qui est effectivement pertinent, et du coup, on va faire autrement, et ça met en valeur les autres, et c'est très bien. Compétence sur de soi, voilà, diminuer la confiance. Alors, ce qui peut diminuer la confiance, c'est des phrases perçues comme agressives. Et je dis bien perçues. Alors, si vous faites vraiment des phrases agressives, ça c'est sûr que ça ne va pas monter la confiance ni le climat, mais des fois, on dit des choses que les gens trouvent agressives alors que ce n'était pas le but, qu'on ne se rend pas compte. Et puis là, encore plus dans le multiculturel, où on dit des choses qui sont mal comprises, qui passent de travers, ou je ne sais pas quoi. Voilà, pas dans notre pays. Et il y avait, avant les émoticônes, il y avait le petit smiley qu'on fait là, avec la parenthèse, le égal et tout ça. Puis on fait une blague à un japonais, puis on lui met ça à la fin. Et lui, il va jamais comprendre. Parce qu'en japonais, on peut tourner un symbole, c'est impossible, c'est un autre mot. Et puis on fait le symbole, puis on met des traits à droite et puis en bas à gauche, je sais pas quoi, et ça fait le sens. Donc tourner ou changer un trait, ça veut rien dire. Donc jamais il va les comprendre. Et eux, ils en faisaient d'autres ils faisaient d'autres symboles. Donc c'est vraiment. Donc attention, et puis quand vous envoyez un mail, réfléchissez, est-ce que ça peut être perçu agressif, est-ce qu'ils vont comprendre? Et puis la grande question, c'est que quand ils reçoivent l'information, est-ce que ça va les motiver et les inciter à travailler? Parce que est-ce que tu peux faire ça merci, c'est pas très motivant. Ou il faut absolument que tu me fasses ça pour demain, c'est pas motivant. Donc il faut dire, quand je lis ça, est-ce que ça me donne envie de le faire? Et il y a pas mal de mails que je reçois, ça me donne envie justement de ne pas le faire. Et la lenteur des réactions face au problème. C'est-à-dire que si moi, quand on m'apporte des problèmes, je suis lent à réagir ou je l'ignore le plus loin possible, etc., les gens ne me font plus confiance que je peux les aider, les dépanner, tout ça, et donc ça ne fait pas de la confiance. Il faut réagir assez vite. Ne serait-ce que pour dire, écoute là, ce que tu me demandes, j'ai besoin d'informations, je n'aurai pas de réponse avant 3 jours, mais au moins ça, que de rien dire et après 3 jours, dire, ouais, je trouve, ouais, l'autre il est déjà passé à autre chose. Et le dialogue, la communication, la conversation, les questionnements. Alors, montrer l'exemple, demander du feedback sans arrêt, surtout à ceux qui ne parlent pas beaucoup et tout ça. Qu'est-ce que tu en penses? Comment ça s'est passé ta semaine? Qu'est-ce qui va pas et tout ça, du feedback. Et puis poser des questions s'ils n'osent pas parler, demander des précisions. Et confiance en elle, je crois que c'est le dernier slide maintenant. J'aime bien le dessin à gauche, que j'ai bougé ça. On met comme ça. La seule façon que s'ils ne mangent pas, ils vont mourir de faim les deux. Enfin, s'ils ne s'entraident pas. Et il faut absolument qu'ils s'entraident pour manger. Donc, on peut développer des outils pour les demandes. J'ai parlé de la issue list, par exemple. Mais dans la issue list, quand les gens ont des problèmes ou des questions, ils les mettent dedans. Et puis moi, je les regarde au moins une fois par jour. Et puis c'est le cycle, après, c'est à vous de dire. Je les regarderai une fois par jour, une fois toutes les 2 heures, une fois je ne sais pas quoi. Je vais les regarder. Et puis, alors vous pouvez dire, je les regarde une fois par semaine avant la séance. Donc, si le problème est plus urgent, appelez-moi. Mais si ce n'est pas urgent, tu le mets là-dedans, on le traitera à la prochaine séance. Il faut mettre des règles. Mais comme ça, les gens, ils les mettent. Et puis, ils savent qu'on va résoudre, voilà, que ce n'est pas perdu. Et puis, dites-le. Pour pousser les gens à le faire, il ne faut pas hésiter à l'exprimer. Faites-le directement. Et voir carrément, toi, j'ai besoin que tu aides, machin. Les pousser à s'entraider, il faut y aller. Puis voilà. J'ai fait tout. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Il y en a eu un peu en cours de la discussion. Vu qu'il reste combien de temps? 2 minutes. Quelle précision. Mais si ça dure un peu plus, ça va. Donc, vous pouvez soit mettre votre micro puis poser la question, soit le mettre dans le chat, puisqu'il regarde s'il y a des chats. Moi, j'ai encore de l'eau, mais bientôt, je vais avoir autre chose, je crois, ici. Bah, après, tant que... C'est vrai que la notion de l'humour qui passe bien quand on avec les gens, ouais. à distance, c'est aussi un filtre. Bah, c'est plutôt de doser. Quand je fais de l'humour... Ah oui, je ne sais pas, vous avez entendu? Ils ont entendu? Ouais. Donc, il pose la question de l'humour à distance. Et c'est vrai que si j'ai des gens face à moi, quand je commence ma blague et que je vois les têtes, je l'arrête. Parce que je rends compte que je suis dans un milieu où il vaut mieux pas. Puis, en plus, dans l'international en présentiel, il y a souvent des gens
qui vivent là-bas mais qui connaissent ma culture, qui vont me faire des signes qu'il ne faut pas aller dans ce sujet-là. Mais oui, ben là, avec des gens. Ah, il y a quand même quelqu'un que je vois là. Mais avec des gens que je vois pas. Ah, il y a quelqu'un qui m'applaudit. Merci. Avec des gens que je vois pas. Ouais, avec des gens que je vois pas, est-ce que ma blague, elle est mal prise ou j'ai du mal à savoir. D'autres questions? J'étais clair alors? Ou alors pas clair du tout? Il y a des... Juste une remarque. Merci pour Oui, la présentation, Florent, ici. C'était une remarque. En fait, ça serait intéressant de savoir les équipes qui étaient en présentiel avant et qui sont passées en virtuel après, quelles étaient les expériences. Donc, je ne sais pas si. Moi, j'ai toujours travaillé en virtuel dans les oui. équipes internationales et on se voyait de temps en temps, c'est tout. Mais le switch au niveau du Covid, ce serait intéressant de savoir dans des autres participants ou de vous Ouais. comment ça se passait. Alors moi, mon expérience, mais je n'en ai pas rencontré énormément, donc je n'ai pas trouvé de statistiques là-dessus. Mais ceux que j'ai rencontrés, ça s'est bien passé. Mais le fait, parce que j'ai aussi entendu là-dessus, c'est que les gens qui travaillaient déjà en équipe en présentiel, de le faire à distance, c'est pas trop difficile parce qu'on se connaît déjà. Et le team building est déjà fait. Et même pendant la séance de parler des enfants, on continue à parler des enfants parce qu'on en parlait déjà avant. Et la difficulté, ce serait ceux qui n'ont jamais travaillé en présentiel ensemble et qui vont démarrer direct en, en virtuel, Ouais, qui n'ont ouais, pas fait le team building avant. ouais, c'est mon expérience aussi. En fait, quand je travaillais avec des équipes, c'était toujours bien de se voir une fois et on voyait la grande différence. Une fois qu'on s'était vu une fois, on va travailler ensemble en virtuel. Voilà, exactement. Et donc, avant le Covid, toutes ces équipes, toutes ces multinationales organisaient régulièrement des rencontres entre les gens des différents pays et souvent à l'occasion de formation. Moi, ça m'est arrivé en formation. On m'envoyait former des gens et puis on allait dans un pays, les gens arrivaient de tous les pays et puis on était dans un hôtel pendant plusieurs jours. Et du coup, à midi, le matin, au petit-déj, tout ça, ils se rencontraient le soir et ça créait des liens comme ça. Mais si on ne peut pas voyager du tout, là, je ne sais pas comment, ça va être difficile. Est-ce qu'il y a d'autres qui ont eu des expériences virtuelles de passer de l'un à l'autre? Non, apparemment non. Je pense que ça viendra un peu dans quelques mois, on commencera à avoir des études et des sondages. Ouais. Mais il y a Christian qui vient, Merci qui a dû Patrick. apparaître dans votre champ. Merci beaucoup. C'est très intéressant. Merci. Et merci aussi à vous tous et toutes en ligne. Merci ici dans la salle. Et vous avez déjà vu, on a mis sur l'écran les prochains événements. Aujourd'hui, cet événement avec Patrick Aossa. Et le 1er octobre, on aura un événement sur ITIL 4 avec Mira Ramloukan. Bien sûr, vous êtes tous et toutes à nouveau bienvenus ici chez Digicomp à Lausanne. Dans notre centre de formation ou bien sûr aussi, comme toujours aussi en ligne. Alors au revoir et bonne soirée, à bientôt, j'espère. Au revoir Patrick. Voilà, au revoir. Au revoir tout le monde alors, merci.